Le samedi 15 septembre 2018, Charles-Henri Gallois de l'Union populaire républicaine était de passage à Bordeaux pour présenter sa conférence sur les illusions économiques de l'Union européenne. Bonjour Charles-Henri Gallois. Bonjour. Certains Français ne vous connaissent pas encore. Pourriez-vous vous présenter et nous dire quel est votre rôle au sein de l'Union populaire républicaine, le premier parti de France pour le Frexit? Alors bonjour, je m'appelle Charles-Henri Gallois, j'ai 29 ans et je suis responsable national de l'UPR pour l'économie. Et l'idée, c'est tout l'objet de cette conférence. L'UPR est effectivement, comme vous l'avez rappelé, le parti du Frexit depuis plus de 11 ans. Et c'est de rappeler tous les avantages, que ce soit de la sortie de l'Union européenne, mais également de l'euro, quand on connaît toute la propagande, ou du moins les contre-vérités qui circulent sur une sortie de l'euro, c'est l'occasion de rétablir certaines vérités. Très bien. Quel est le thème de votre conférence à Bordeaux? Et d'ailleurs, pourquoi Bordeaux? Pourquoi Bordeaux? Ça va être très court, simplement parce qu'on m'a invité, c'est une grande ville en France, donc c'est toujours intéressant pour aller à la rencontre des Français, d'aller où il y a beaucoup de monde, et Bordeaux était l'occasion pour cela. La conférence, elle se déroule en 3 parties, donc vous avez rappelé le titre, c'est les illusions économiques de l'Union européenne. Il y a une première partie qui est sur les illusions économiques de l'Union européenne. Donc là, on va parler de tout ce qui est notamment financement de l'Union européenne. Vous savez qu'on dit souvent que l'Union européenne finance la France. En réalité, c'est de l'argent français, puisque chaque année, la France donne grosso modo 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle en reçoit. On va casser aussi des mythes tels que l'Union européenne, finalement, qui nous protégerait du reste du monde, et notamment qui nous protégerait au niveau commercial. L'Union européenne qui nous laisserait des marges de manœuvre. Vous savez, c'est la grande idée qui serait de dire que finalement, il y a beau avoir l'Union européenne, on est toujours souverain, on a soi-disant des marges de manœuvre. Je vais expliquer pourquoi ce n'est pas vrai. Et au niveau de l'euro, évidemment, je vais casser tous les mythes qui avaient été vendus au moment du traité de Maastricht, à savoir l'euro qui apporterait plus de croissance, l'euro qui apporterait une baisse du chômage, l'euro qui apporterait une gestion plus saine des finances publiques. Donc c'est tous finalement ces mythes et ces dogmes, puisqu'on peut évidemment parler de dogmes, que je vais contrecarrer par des faits. Et c'est toute l'idée et le travail d'ailleurs de l'UPR depuis plus de 11 ans. Vous savez que l'Union européenne est bien souvent un dogme. On va vous dire, si vous sortez de l'Union européenne ou de l'euro, ça va être la catastrophe. Quand vous questionnez vos interlocuteurs et que vous leur demandez pourquoi, au bout d'un moment, soit ils n'auront pas de réponse, ou soit ils vont sortir des arguments qui sont complètement bidons. C'est le principe même du dogme que nous allons contrecarrer ici par des faits. Et la dernière partie qui est liée à l'Union européenne, c'est sur le libre-échange, puisque vous savez que le libre-échange total est imposé par l'Union européenne, entre autres par les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on va traiter dans cette conférence. Selon vous, y a-t-il un rapport entre l'accès de l'UPR aux médias et le fait de dénoncer, je vous cite, les illusions de l'Union européenne? Ça en fait partie, tout simplement parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de partis dits critiques de l'Union européenne dans tout le spectre politique. Vous savez, même En Marche, le parti européiste, s'il en est, va dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans l'Union européenne, qu'il faut la changer. Évidemment, vous allez avoir les Verts qui vont dire qu'il faut une Europe écologique. Vous allez avoir la France Insoumise qui va dire qu'il faut et le Parti Socialiste qu'il faut une Europe sociale. On veut rompre avec les traités, on veut une autre Europe, etc. Vous allez avoir DLF ou le Front National qui vont vous dire qu'il faut une Europe des nations, une Europe souveraine. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Europe souveraine, ça ne veut pas dire grand-chose. Et tous ces partis-là, finalement, quel est leur point commun? C'est qu'ils proposent une autre Europe. C'est complètement impossible, puisque pour changer l'Europe, ça implique de changer les traités. Or, ça c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne, ça requiert l'unanimité des 28 États membres. Et on sait très bien que ça n'arrivera absolument jamais, puisque d'une part, vous avez des couleurs politiques différentes selon les différents pays de l'Union européenne, mais aussi vous allez avoir des intérêts qui sont complètement divergents sur plein de sujets. Vous n'allez pas avoir une Europe sociale quand vous avez les pays de l'Est qui vivent des délocalisations. Vous n'allez pas avoir une Europe qui protège au niveau de la finance quand vous avez le Luxembourg, l'Irlande ou Chypre ou Malte qui sont dans l'Union européenne. Donc tous ces projets d'Europe n'arriveront jamais. Donc finalement, c'est pas très dangereux de les faire passer dans les médias, et c'est pas moi qui le dis. Même le traître grec, vous savez, Alexis Tsipras, qui avait dit qu'il allait sauver son peuple et faire une politique contre l'Union européenne, il a dit lui-même récemment au Parlement européen
que finalement, c'est pas dangereux les gens qui proposent une autre Europe, on peut l'admettre, il disait que lui-même proposait une autre Europe, mais en revanche, c'était très dangereux les gens qui veulent l'abolir. Et quand on parle des gens qui veulent l'abolir, si vous enlevez l'Union populaire républicaine et François Asselineau depuis plus de 11 ans, il n'y a personne d'autre. Et c'est le seul parti qui ne passe pas dans les médias. Et il y a une autre raison que le Frexit, puisqu'il y a des gens qui sont découverts depuis quelques mois une passion pour le Frexit et qui proposaient une autre Europe avant, c'est le fait que l'UPR rassemble des Français qui viennent à la fois de la gauche et de la droite, et c'est ce qui est le plus dangereux, puisque vous savez très bien que pour sortir de l'Union européenne, et on a l'exemple du fameux traité constitutionnel de 2005, il faut pouvoir rassembler à la fois la gauche et la droite, puisque les 55% de non étaient grosso modo de 30% de gauche et 25% de droite. Donc on ne sortira jamais de l'Union européenne par la gauche ou par la droite, et donc il faut avoir des personnalités qui ont toujours été droits dans leurs bottes et qui n'ont pas clivé sur justement ce fameux clivage gauche-droite, et c'est le cas de l'UPR depuis plus de 11 ans. Donc c'est en ce sens-là que l'UPR est dangereuse, puisque c'est la seule force politique qui peut rassembler à la fois de l'extrême gauche à l'extrême droite pour sortir les Français de l'Union européenne. Le nombre de vues sur YouTube et de clics sur le site augmente. La notoriété du parti progresse. L'UPR participe à toutes les élections, même partielles. Pourquoi le CSA n'intervient-il pas pour faire respecter le droit d'accès de votre parti aux médias ? C'est une vraie question et je n'ai pas forcément de réponse à cela. C'est vrai que c'est une énigme assez énorme et c'est quelque part un déni de démocratie qui est énorme, puisque si on regarde les critères même du CSA, participation à la vie politique, présence, l'UPR est peut-être le parti le plus militant de France. Vous voyez des affiches partout à travers la France et même tous les journalistes en off nous disent qu'ils sont impressionnés par la présence militante de l'UPR. On se présente à toutes les élections et donc théoriquement, dans une démocratie normale, l'UPR devrait avoir un minimum de temps de passage dans les grands médias. Or, nous n'avons rien et l'organisme qui est censé faire respecter cela, à savoir le CSA, n'intervient pas, mais on ne va pas rester évidemment les bras croisés. Nous allons bientôt à nouveau ressaisir le CSA pour montrer les décalages de temps de parole avec des gens qui n'ont pas ni le nombre de vues sur YouTube, ni la même présence militante, ni le même nombre d'adhérents, parce qu'on a bientôt 32 000 adhérents, ce qui fait de l'UPR le 4e parti de France. Et donc on va présenter tous ces faits-là au CSA, et on verra ce qui nous dira. On va très bientôt les saisir à nouveau. Votre acte indique que l'UPR est le 4e parti de France. Votre mouvement se porte-t-il réellement bien aujourd'hui ? Oui, il se porte bien. Alors comme assez souvent, à part en 2017, qui était une anomalie où les adhésions continuaient énormément pendant l'été, traditionnellement, il y a toujours un ralentissement des adhésions pendant la période estivale, puisque les gens n'ont pas la tête à la politique, il y a les vacances, et c'est bien logique finalement. Et là, on voit une recrudescence des adhésions depuis le mois de septembre. Je pense qu'il y a eu aussi un gros coup dur après l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a eu beaucoup de découragement d'une part des gens, et d'autre part il y avait aussi un espèce de ras-le-bol politique, puisque entre les primaires du PS, des Républicains, l'élection présidentielle et les élections législatives, les gens ont été abreuvés de politique pendant un an, donc il y a eu un certain ras-le-bol. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les gens voient et ont pris du recul depuis un an. Ils voient que tout ce qu'avait annoncé François Asselineau, il n'a pas inventé. Il suffisait de lire les grandes orientations des politiques économiques que l'UPR présente et que je présenterai une nouvelle fois pendant cette conférence. Et on avait annoncé toute la politique que ferait Emmanuel Macron. Donc les gens commencent, je pense, petit à petit, ont eu leur réflexion qui commence à se faire. Et ils se disent que finalement, François Asselineau à la présidentielle, c'est lui qui avait raison. Et puis voilà, la déception est passée, les gens voient la casse sociale, ils se disent qu'il faut se remobiliser. Et évidemment, pour avoir un combat sincère et pour vraiment mettre fin à cette casse sociale qui est imposée par l'Union européenne, ça implique le Frexit, et celui qui le propose, c'est François Asselineau, c'est l'UPR. Donc il y a de plus en plus de gens qui viennent à nous, et je pense que ça va encore s'accélérer dans l'optique des élections européennes, où l'UPR sera justement le parti du Frexit, contre une myriade de partis qui vont tous proposer, comme depuis 30 ans, une autre Europe. Les élections européennes auront lieu en mai 2019, dans un climat de défense de nos concitoyens vis-à-vis des institutions européennes. L'UPR sera-t-elle présente à ces élections ? Qui prendra la tête de liste pour le Frexit ? Pouvez-vous nous livrer quelques confidences sur le sujet ?
Alors évidemment, le rassemblement pour le Frexit se fera autour de l'UPR, c'est bien naturel, comme je l'ai dit, c'est le parti qui rassemble depuis plus de 11 ans au-delà du clivage gauche-droite pour la sortie de l'Union européenne et pour le Frexit. Ensuite, c'est quand même un peu tôt, on est 8-9 mois avant l'élection. Évidemment, on n'a pas encore constitué notre liste, l'idée c'est d'avoir une liste de large rassemblement. Après, pour la présider, on n'a pas encore annoncé notre tête de liste, mais tout porte à croire, en tout cas il est le plus légitime, à ce que ce soit François Asselineau qui est le plus légitime sur la question, qui a pris son bâton de pèlerin depuis plus de 11 ans pour appeler les Français au-delà du clivage gauche-droite pour sortir de l'UE. C'est François Asselineau qui a également porté le Frexit lors de l'élection présidentielle, donc même si évidemment ce n'est pas encore décidé, il me semble naturel que ce soit François Asselineau qui soit à la tête de cette liste de rassemblement pour le Frexit. Charles-Henri Gallois, merci. Merci de nous avoir accordé cette interview et nous souhaitons longue vie à l'UPR. Merci à vous.